Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, leadership stratégique. Nous allons partir dans la stratosphère de la stratégie pour voir ce qui s'y trouve et ce que nous pourrons en faire. Nous sommes en effet dans notre série d'articles On Leadership, deuxième volume, qui est paru dans Harvard Business Review's 10 Must-Reads, écrit par Shoemaker, Krupp et Howland en 2013. L'article commence par une citation de Rothschild, le banquier, qui dit que les fortunes se font quand les boulets de canon volent dans le port et pas quand les violons jouent dans la salle de bal. Donc c'est très imagé, mais on voit bien l'idée, c'est que, alors pour Rothschild c'est la fortune, mais pour nous c'est la vie de l'entreprise, la vie de mon équipe, qui effectivement se joue quand c'est serré, quand c'est tendu et pas quand tout va bien. Et donc conclusion de nos auteurs, enfin conclusion, si vous voulez, le pivot entre l'observation et la théorie, eh bien c'est cet ancrage dans le fait que du coup il faut savoir anticiper les crises. Et donc, il faut qu'on ait un leadership stratégique dans le sens, un leadership anticipatif. Alors, il nous donne 6 activités, que je résumerai par des verbes, de leadership stratégique. Je vous les donne les 6, et qu'ensuite, comme d'habitude, on les regarde. Le premier, sans surprise, c'est anticiper. Le deuxième, c'est challenger. Le troisième, c'est interpréter. Le quatrième, c'est décider. Le cinquième, aligner, et enfin le sixième, apprendre. Anticiper, challenger, interpréter, décider, aligner, apprendre. Anticiper. Alors, sans surprise, si je sais qu'il va y avoir une bataille navale dans le port, je peux préparer des boulets de canon à vendre, je sais pas. Mais en tout cas, je peux anticiper les crises. Alors oui, les dernières crises en question, toutes. D'ailleurs, si on pense à l'abandon du taux plancher de l'euro avec le franc suisse, vous vous souvenez 2014, c'est loin tout ça. Par exemple, la guerre en Russie, par exemple, la pandémie de la Covid. C'est difficile d'anticiper, mais si on n'essaye pas, on va pas y arriver. Donc, prendre du temps pour parler aux parties prenantes plus larges. Donc, dans une plus large idée, une plus large géographie aussi. Je me souviens de gens qui, déjà en décembre, prenaient déjà des mesures sanitaires anti-Covid, simplement parce qu'ils avaient de bons contacts en Chine qui pouvaient leur dire un petit peu ce qui se passait là-bas. Donc prendre du temps pour parler aux parties prenantes plus largement. Alors faire de la recherche marketing stratégique. Alors si vous êtes CEO, oui, ça c'est votre job d'organiser ça. Autrement, ben voilà, il y a certainement un collègue ou une collègue qui le fait. Utiliser la prospective, ça c'est intéressant, c'est un domaine que je connais moi-même pas très bien, mais qui est l'idée de, en fonction de certains scénarios, qui peuvent être prévus, essayer de voir comment est-ce que l'entreprise ou l'équipe ou le département réagirait. Et donc, cette prospective permet de se préparer finalement à toute une série de scénarios possibles. Anticiper comment aussi en regardant les nouveaux venus sur le marché. Vous avez quelqu'un dans votre marché qui vient, qui est petit, dynamique, qui va très vite, eh bien peut-être regardez ce qu'ils font. Peut-être même quelque chose qui vous étonne, qui vous trouvez bizarre qu'ils fassent ça comme ça, parce que vous êtes établi depuis longtemps sur le marché. Eh bien ça vaut la peine de regarder comment ce qu'ils font, parce qu'ils ont peut-être une de ces techniques disruptives dont on parle souvent et qui pourrait vous être utile. Autre manière d'anticiper, c'est de regarder les clients perdus et de savoir pourquoi vous les avez perdus. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? On reviendra plus tard dans la partie apprendre à comment bien le faire. Et enfin, prendre du temps pour aller à des conférences ou à d'autres événements professionnels. Donc l'idée là, évidemment, c'est la prise de temps pour anticiper, pour voir de loin, essayer de comprendre ce qui se passe dans le marché plus globalement. Ça, c'est pour le verbe anticiper. Pour le verbe challenger, là, on est plus dans le... On doit être, en tant que leader stratégique, les spécialistes de l'anti-statu quo. Simplement parce que le statu quo peut être une barrière à l'anticipation et donc à la réorientation stratégique. Alors, il nous donne 5 manières de challenger. Appliquez les 5 pourquoi. Vous connaissez la technique de Toyoda, donc fondateur de Toyota, qui indique que quand il y a un problème, utilisez les 5 pourquoi en tour à tour. Il y a une erreur de production sur tel lot. Pourquoi? Parce que la machine a été mal réglée. Pourquoi? Parce que le régleur n'était pas formé. Pourquoi? Parce que
on n'a pas de remplaçant pour lui. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu économiser sur un poste. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que de ne pas avoir assez d'argent pour survivre. Par exemple. Donc on voit là qu'on a, je crois que je l'ai fait 5 ou 6 fois, et donc à chaque réponse pourquoi, on a un autre département, peut-être une autre personne qui peut s'occuper de faire son analyse sur pourquoi est-ce que. Donc la technique des 5 pourquoi qui est très connue. Une autre manière de challenger, c'est de lister des hypothèses tenaces du business, donc dans lequel vous êtes, votre équipe, et de vérifier qu'elles sont toujours valables. Alors, par exemple, chez Coapta, pour nous, ce serait une hypothèse tenace, ce serait de dire la formation c'est mieux en présentiel, et puis de vérifier que c'est toujours le cas. On a vu pendant le Covid que ce n'était pas forcément le cas. Alors oui, les gens aiment bien le présentiel, mais par exemple, nous, on continue à faire des choses en virtuel, avec Teams, parce qu'on s'aperçoit que ça suffit, que c'est très bien, et puis que ça permet d'économiser pas mal de temps. Autre manière de challenger, organiser des safe zone meetings où tout peut être discuté. Safe zone meetings, donc une espèce de réunion où tout est mis sur la table, sans peur de répercussions. Donc ça demande une certaine culture, mais ça peut être une bonne idée à faire de temps en temps. Autre manière de challenger, inclure les Nine-Zagger très tôt dans un processus de décision. On aurait tendance à les écarter parce qu'ils nous font perdre du temps. Mais peut-être que c'est justement les gens qui vont nous aider à challenger le status quo, qui vont nous aider à challenger nos hypothèses. Et puis enfin, une autre manière de challenger, c'est dans un processus de décision, inclure l'avis de personnes non concernées. Parce qu'évidemment, les personnes concernées auront skin in the game, comme disent les anglo-saxons, ils ont de la peau dans le jeu, dans la partie. Donc, si on demande l'avis de personnes non concernées, ça peut nous donner un meilleur recul par rapport à la décision prise. Donc, challenger. Interpréter. Là, on est plus dans tout ce qui est analyse, analyse de données, analyse de trend. Donc, aussi là, 5 choses que nous pouvons faire. Lister au moins 3 hypothèses possibles en cas d'incertitude. Si par exemple, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, on n'est pas sûr. Dire, oui, c'est certainement parce que. Bien plutôt que de dire c'est certainement parce que, lister 3 hypothèses possibles. Parce que peut-être que les 3 sont vraies en même temps, d'ailleurs. Faire l'hélicoptère, ça c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans Leadership. Faire l'hélicoptère, c'est-à-dire être capable d'aller très bas dans les détails, mais aussi très haut, et de naviguer entre ces 2 ou 3 niveaux d'altitude, en fonction des problèmes et des situations. Troisième manière d'interpréter correctement, de manière stratégique, c'est de rechercher activement les informations qui infirment une croyance. Donc, si on reprend l'exemple avant, Coapta, formation en présentiel, je devrais rechercher des statistiques qui prouvent que la formation peut aussi avoir beaucoup de valeur en virtuel. Et donc, je serais trouvé des statistiques ou des choses comme ça qui me montrent que cette croyance que j'ai, finalement, elle est peut-être plus aussi valable que ça, et que donc, je dois prêter attention à ce domaine et peut-être proposer des choses virtuelles à certains clients. Parce que sinon, la croyance étant définie comme une croyance, c'est-à-dire comme quelque chose qui est vrai, même si ça ne l'est pas, ça peut nous occasionner de grosses zones aveugles dans notre business. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose, c'est rechercher activement des informations qui infirment une croyance, qui se fait volontiers avec un consultant, par exemple, puisque le consultant, lui, a pas forcément nos présupposés à nous, et du coup, il peut nous aider à découvrir nos zones aveugles. Quatrième manière de bien interpréter, ajouter des analyses chiffrées aux observations personnelles. Beaucoup de gens imaginent que c'est en allant 2 fois dans l'atelier par mois qu'ils vont pouvoir se faire une bonne idée de ce qui s'y passe. Pour moi, c'est la pire des choses à faire. Qu'on aille dans l'atelier pour dire bonjour aux gens et puis montrer qu'on s'intéresse à eux, parce qu'on s'intéresse à eux, c'est une bonne chose. Aller dans l'atelier, faire les observations, en tirer les conclusions, c'est une très très mauvaise chose. Je pense qu'il faut analyser des situations sur le long terme, avec une grande répétition. C'est pour ça qu'on a un département qualité en général d'ailleurs, pour pouvoir complémenter nos observations personnelles avec des données chiffrées sur un plus long terme. Et enfin, évidemment, prendre du recul pour bien interpréter, mais pas de surprise là-dedans. Quatrième activité de leadership stratégique, évidemment, sans aucune surprise, décider. Et là, vous verrez que dans Leadership, on a déjà fait quelques épisodes sur ces techniques de décision. Alors, une chose que je trouve intéressante qu'ils disent au début, c'est empêcher les décisions binaires. Souvent, on va vous dire, écoutez, c'est ça ou ça. Et je pense que, avec eux, je pense que c'est une bonne idée de demander des décisions plutôt alternatives. 1, 2, 3, 4 alternatives. Parce que le binaire est un peu simplificateur, voire un peu simpliste.
Et donc ça peut être une bonne idée de demander plusieurs alternatives pour pouvoir les comparer entre elles. Autre manière de bien décider, de décider stratégiquement, diviser les grandes décisions en plus petites. Alors, oui et non. Je vous réfère pour ça à l'épisode 54, où on avait étudié un article de McKinsey qui parlait justement de la prise de décision et puis de quoi faire avec des décisions, ce qu'ils appellent les big bet decisions, donc un petit peu là où on met la tête sur le bio et puis on prend un risque. Donc, en tout cas, pour certaines décisions, peut-être en tout cas les analyser en plus petites décisions avant de prendre une grande décision, en tous les cas. Troisième manière de bien décider, expliciter le processus de décision, dire dans quel processus de décision on va être. On l'avait vu à l'épisode 109, puisque ça permet aux gens de se positionner aussi. Et de dire, ben voilà, c'est le chef ou la chef qui va décider, donc je me poste plutôt en consultant ou en vigie plutôt qu'en décideur. Quatrième manière de décider, inviter les bonnes personnes dans le processus de décision. À nouveau, un épisode où on avait parlé de McKinsey, l'épisode 95, et comment organiser de bonnes réunions de prise de décision. Et enfin, pour bien décider, peut-être que, entre guillemets, ne pas décider n'est pas une mauvaise chose. Je vous réfère à l'épisode, je crois que c'était 49, je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais je crois que c'est 49. On a étudié les situations complexes, les situations simples, les situations compliquées. Et donc, piloter et tester, plutôt que de s'engager sur des grosses sommes. Donc ça veut dire éviter le big bet et essayer de faire des tests, des pilotes, des petits essais pour voir comment ça fonctionne, comment réagit le système et voir si ça peut fonctionner. Voilà comment bien décider. Aligner. Alors aligner, c'est un peu un terme à la mode, c'est-à-dire aligner comme on aligne de la limaille de fer avec un aimant. Donc c'est faire que les énergies de chaque personne qui travaille, aillent à peu près dans la même direction. Alors comment faire pour aligner ? Eh bien, communiquer tôt et très souvent, sans surprise. Cartographier les parties prenantes. Épisode 93 sur la sociodynamique. On avait vu comment faire ça avec ce petit graphique, avec les synergies et les antagonismes. Donc si on cartographie les parties prenantes, on est capable du coup d'aller chercher les alignements là où ils sont. Et d'éviter d'aller les chercher là où ils ne sont pas, d'ailleurs. Identifier les résistances grâce à cette cartographie et les comprendre avant d'agir. L'idée, c'est pas d'éliminer la résistance, mais s'il y a une résistance, c'est de comprendre d'où elle vient. Et si c'est une résistance de principe ou pas, une résistance peut-être parce que les gens ont vu des choses que nous n'avons pas vues. Monitorer les positions des différentes parties prenantes au cours de la vie de l'entreprise. Par exemple, si vous faites un alignement avant une grande décision stratégique, eh bien, monitorer aussi les positions des différentes parties prenantes pendant et après la décision. Et enfin, reconnaître et récompenser le soutien. Un petit peu de jeu d'influence là. On le voit pour bien aligner les énergies. Et enfin, last but not least, apprendre est une activité stratégique. Alors, on n'a jamais fait d'épisode dans le podcast là-dessus. Il y a un bouquin qui s'appelle The Fifth Discipline, la 5e discipline de Peter Senge, S-E-N-G-E, qui montre comment, ou qui explique comment devenir une organisation apprenante. C'est un truc à la mode, il y a quelques années. Alors, comment apprendre ? Eh bien, instituer ce qu'ils appellent des After Action Review, des AAR, c'est-à-dire débriefer. Alors là, on a un article sur le blog que je vous ai mis dans les notes, qui s'appelle « Comment faire un débriefing », qui vous donne quelques techniques de débriefing. Ça se fait à tout niveau. Au niveau d'une équipe projet, au niveau d'une équipe, au niveau d'une entreprise, au niveau d'un département, au niveau de, une équipe de vente qui revient de chez un client. Débriefer, c'est-à-dire réfléchir sur comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. C'est une des techniques les plus simples pour absolument transformer votre entreprise ou votre institution. After Action Review, AAR. Donc pour apprendre. Deuxième chose, récompenser les bons processus plutôt que les bons résultats. Je trouve ça très intéressant comme pratique. On a tendance à récompenser les bons résultats. Donc, je sais pas, quelqu'un qui a fait une vente, mais est-ce qu'il l'a fait de la bonne manière ou est-ce qu'il a eu de la chance ? Ou est-ce qu'il a triché pour avoir le résultat ? C'est-à-dire que c'est le comment plutôt que le quoi. Et donc récompenser les bons processus, par exemple, c'est quelqu'un qui a essayé quelque chose qui faisait du sens, qui a pris un risque et puis malheureusement s'est planté. Et donc récompenser ça plutôt que juste les personnes qui réussissent. Faire des audits d'apprentissage. Ça, je trouve intéressant comme idée aussi. C'est-à-dire plutôt d'aller... on revient ici à un des verbes que je vous avais donné qui était les 5 pourquoi, pour challenger. Eh bien, faire des audits d'apprentissage, c'est-à-dire organiser des gens qui vont dans d'autres départements, puis quand il y a eu une problématique, par exemple, voir qu'est-ce qui a été appris, et comment ça a été appris, et comment ça a été mis en place.
Et puis enfin, alors le dernier, last but not least, ils mettent ça sur une ligne, créer une culture d'enquête et de curiosité. Rien que ça. Bon. Alors ça, c'est presque un podcast à part, mais évidemment une culture dans laquelle on a le droit d'essayer, on a le droit de se tromper. Vous voyez que le reste d'ailleurs de ce chapitre apprendre, si vous faites des after action review, si vous récompensez les bons processus et si vous faites des audits d'apprentissage, alors vous mettrez en place une culture d'enquête et de curiosité. Si en plus à ça vous ajoutez le fait que vous-même vous êtes quelqu'un de curieux ou de curieuse et que vous aimez apprendre et que vous le montrez et que vous dites autour de vous, eh bien la culture de votre entreprise peut changer pour le meilleur. Voilà, on a les 6 activités de leadership stratégique: anticiper, challenger, interpréter, décider, aligner, apprendre. Vous voyez que tout n'est pas à appliquer à nous, dans nos petites structures, avec nos petites équipes. En revanche, je pense que quelques-unes de ces idées peuvent être utiles pour vous aider à faire du leadership stratégique. À la semaine prochaine. Ciao.